Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, après la révélation tout en glamour des 31 sélectionnés pour la Coupe du Monde, sans François Cros, avec Louis Picamol, on va se demander si c'est la liste de Jacques Brunel ou celle de Fabien Adjoint comme les autres Galtier. On se penchera ensuite plus près de cette liste pour se demander où elle nous mène en termes de jeu et si c'est la bonne direction. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Renaud Borel, salut Renaud. Salut Christelle. Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Et Pierre-Michel Bonneau, salut Pierre-Michel. Salut. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Donc hier, dans le journal de 20h de TF1, après des reportages sur l'importance du pantalon cargo dans la garde-robe adolescente, les étonnants champs d'olivier de l'île de Shodoshima au Japon ou l'inquiétude autour de la hausse des températures de la Méditerranée qui a fait dire à une nageuse « on se croirait dans une grande baignoire ». Le sélectionneur de l'équipe de France, Jacques Brunel, a donné sa liste de 31 joueurs pour la Coupe du Monde, celle qui commence le 20 septembre. Le 21 pour les Bleus, devant 4,7 millions de téléspectateurs, belle audience des Bleus, à relativiser vu qu'il n'y avait pas de commissaire Magellan en face. Le sélectionneur a annoncé des noms, par exemple Romain Tamac, Bernard Leroux, Louis Picamol, mais par exemple pas François Cros. On sait bien que Fabien Galtier est un adjoint comme les autres. N'empêche, cette liste, messieurs, c'est plutôt celle de docteur Fabien Brunel, de mister Jacques Galtier, ou réciproquement. Alex ? Moi, je pense que de toute façon, le choix, c'est celui de... Les choix depuis le début sont ceux de Fabien Galtier. De quelle manière ils sont exercés, c'est la question, mais l'influence, elle est réelle. C'est son influence et c'est celle aussi de Thibaut Giroud, puisque les deux sont venus ensemble. Et Thibaut Giroud, qui est le préparateur physique. Et le choix le plus marquant au départ, c'est par exemple de se passer de Mathieu Bastaro, mais on peut aussi parler du fait qu'il soit passé de Winnie Antonio, qu'ils aient préféré Émeric Setiano. Et finalement, tout découle de ces choix initiaux. Après, hier, le choix de Louis Picamol, il est peut-être davantage lié à... Quel choix le plus intéressant de la liste d'hier, hein. Il est peut-être davantage lié à une décision de Jacques Brunel, d'après ce qu'on comprend. Une bonne partie du staff n'était pas forcément pour ce choix-là. Lui, il a opté pour Picamol. C'est des raisons... pour l'instant, il a pas vraiment développé. Il a juste dit qu'il avait été convaincant contre l'Italie, et c'est vrai. Mais ça ne dit pas s'il va être utile lors de la Coupe du Monde, quel rôle précis il va jouer, et si ce qu'il a montré contre l'Italie, il va pouvoir réussir à le reproduire contre l'Argentine ou l'Angleterre, où ça risque d'aller un peu plus vite. On reste toujours dans une espèce de flou, en fait. Je crois que la jeune personne qui parlait de la Méditerranée a raison. On est dans une grande baignoire et il y a des courants contraires, mais on ne sait pas bien où. Tout ce qu'on peut sentir, peut-être, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'humains, c'est peut-être quelqu'un qui a pris la main, effectivement. Il ne s'emmerde pas avec les coups de téléphone, etc. Tout ça se fait assez froidement. Et c'est la génération GPS, c'est sûrement très bien, mais avec, effectivement, le bémol Picamol, qui est... Lui, il ne voit pas les GPS, il ne doit pas courir après, si on peut dire. Et donc... oui, on a du mal à voir où Brunel s'impose sa patte là-dessus, mais il y a quelques contradictions. C'est vrai que pourquoi Loré, si on veut vraiment faire un jeu déplaidé, la passe dans les couloirs, retour sur les troisièmes lignes, c'est pas le prince des jongleurs. Hein, on lui souhaite de les attraper, mais enfin, a priori, Cross, sur ce qu'il a montré le premier match, a été plus... il y a moins une action où il est vraiment... il est lucide, il est adroit, il joue très bien le coup. Enfin, on sent que ça, à Toulousain, paraît plus adapté à ce moment-là. Selon moi, c'est une liste en fait qui ressemble à ce qu'ont fait beaucoup de sélectionneurs, c'est-à-dire c'est une liste qui manque de courage en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'ose pas se passer du joueur qui a 70 sélections, on n'ose pas se passer du joueur dont on est convaincu qu'il est surpuissant, plus puissant que les autres. On n'ose pas se passer du plaqueur gratteur. En fait, on se rassure en prenant ces joueurs-là. Et finalement, on fait des demi-choix au lieu d'aller complètement dans ce qui semble-t-il, en tout cas, être la direction prise depuis le début de cette préparation. Donc, comme le dit Pierre-Michel, effectivement, quand on veut des troisième lignes coureurs manieurs de ballon,
c'est pas faire offense à Wenceslas Loret, de dire que c'est pas son jeu, c'est plus celui de Kroos. Quand on veut des joueurs qui empilent les mètres par minute, c'est pas faire offense à Louis Picamol et à sa puissance ou à son vrai métier de numéro 8 de dire qu'il est en dessous de tous les autres. Et donc, c'est en cela que je dis que c'est une liste de demi-choix et c'est la manière dont manage Jacques Brunel depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, en le faisant avec plein de non-dits, notamment aux médias qui ne sont qu'une courroie de transmission vers les supporters. Ce qui est étonnant avec le choix de Louis Picamol, en fait, c'est que Picamol, il joue numéro 8 ou numéro 8. C'est-à-dire qu'il a aucune polyvalence. Alors, c'est déjà arrivé qu'il joue une fois troisième lignelle, mais ça n'avait pas non plus été un franc succès. Je crois que c'était sous Philippe Saint-André, je ne me rappelle plus trop. Mais, une erreur dans ses cordes. Voilà. Donc, en fait, ce qui veut dire que quand on le prend, on sait qu'on a un joueur qui n'a qu'une seule destinée, c'est de titulaire ou rien du tout. Et a priori, d'après ce qu'on comprend des matchs amicaux, c'est plutôt du choix qui a été quand même compliqué à avouer par Brunel sur la sélection de Picamol. Ça veut dire que Picamol est plutôt un deuxième choix pour le numéro 8 et que ce sera donc Aldrit le titulaire. Donc que fait-on de Louis Picamol dans cette situation-là ? Un joueur qui viendra pour affronter les Tonga ou les États-Unis, mais ce sera a priori pas lui le titulaire contre l'Argentine, et si la Coupe du Monde, si Aldrit est plutôt intéressant, ce sera pas non plus lui le titulaire contre l'Angleterre. Donc pourquoi le prendre au final ? Hier on se posait la question, est-ce que c'est lié au fait que pour Jacques Brunel il était plus facile d'écarter Louis Picamol, Félix Lambé et Romain Taofifenua, qui sont deux jeunes internationaux, qui n'ont pas une stature, qui n'ont pas une grande expérience. Est-ce que c'est plus facile de les écarter eux plutôt que d'écarter Louis Picamol ? Est-ce que ça explique le choix de Louis Picamol ? C'était une question qu'on se posait, parce qu'en fait la justification, elle est pas la justification sportive est pas évidente. Après, aucune de ces justifications n'était très non plus tranchée. Dans le cas du deuxième ouvreur, il n'y a pas de cohérence entre Lopez et Ntamak. C'est pas les mêmes. Peut-être que Bello aurait dû faire une doublure de Lopez plus cohérente. Alors, ça indique pas clairement vers quel jeu ils partent. Selon qui sera titulaire à l'ouverture. Après, je pense qu'un 10, il peut se glisser dans la peau d'un... Entre Lopez et Ntamak, j'ai pas vu de grande différence sur les matchs de préparation. Dans la peau, mais dans les pieds, c'est pas sûr. Ah, dans les pieds, c'est plus... Ce qui est étonnant, c'est comme ça au moment de partir à la Coupe du Monde, mais j'ai l'impression qu'on a déjà vécu ça sur des décennies. Non, mais voilà, des compositions. C'est de tout à coup refaire basculer un Arthur Iturria qui est rayonnant depuis qu'il est passé en troisième ligne, de l'accrocher à un destin vraisemblablement un peu plus de deuxième ligne, alors que on n'a pas senti un enthousiasme débordant quand il est en plus c'est quelqu'un d'assez franc et d'assez cash quand il est venu en conf de presse la semaine dernière, où il a joué deuxième ligne pour le dernier test contre l'Écosse. On n'a pas senti chez lui l'envie débordante d'y retourner, et finalement on lui impose quasiment ce choix pour la Coupe du Monde, alors que ça fait 1 an et demi qu'il n'est plus que troisième ligne, par exemple. Tout à coup, Ficou redevient ailier. En tout cas... T'as 4 joueurs qui partent qui n'ont pas fait de préparation. Voilà. Bamba, Leroux, Gabriel qui a fait un match, Eva Katawa. Donc peu de garanties sur leur état de forme sur place. Donc c'est l'histoire de toutes les compositions d'équipe, mais de France, voilà, exactement. Mais c'est là où je voulais en venir, Pierre-Michel. Oui. c'est que ça n'existe que chez nous. Et depuis tout le temps, voilà. depuis très longtemps. Non mais les All Blacks, c'était déjà Monsieur Bricolage. Les All Blacks choisissent de se passer de Owen Franks, qui est un pilier immense chez eux. Et Steve Hansen, il explique pourquoi. Il le dit clairement. Voilà. Eddie Jones, quand il choisit de sanctionner 2 joueurs qui se sont accrochés à l'entraînement, il explique pourquoi. Et nous, on a encore des sélectionneurs qui ne nous expliquent pas leur choix, mais peut-être parce qu'ils ont du mal à se les expliquer eux-mêmes. Donc, peut-être, ça revient peut-être à la question de départ aussi, c'est peut-être parce qu'il y a des choix qui ne sont pas tout à fait les leurs et que Brunel a fait peut-être un peu de mal à justifier les choix que peut faire Galtier. Ouais, mais d'où mon propos de départ, où ce ne sont que des demi-décisions. C'est-à-dire, alors je vais ménager la chèvre et le chou, donc on a décidé de partir sur ce jeu-là qui n'est pas vraiment celui que je mettais en place quand j'étais tout seul aux manettes, donc il va nous falloir un peu de ces joueurs-là, mais je vais quand même pas partir sur des mecs bien lourds et bien costauds, parce que moi c'est plutôt ma came de joueurs, donc j'emmène aussi ceux-là. Après c'est vrai qu'on est très très léger en expérience. Hein. Ah oui. Alors soit tu fais le sacrifice complet de l'expérience, il t'emmène vraiment que des jeux. Après c'est marrant où tu prends le risque par exemple que Fofana puisse se blesser. Ça lui est quand même arrivé 2 fois en 3 matchs de préparation. En 3 matchs de préparation, il fait un forfait et une sortie.
tu vas baser l'homme de base de la ligne arrière, ça fout les jetons quand même. Hein. Non? Il avait été question à un moment de préparer 2023. Vous voyez des choses allant dans ce sens. Je sais pas, Lambé, par exemple, ça aurait pu, ou Taofi Fenois, peut-être, c'est peut-être des joueurs d'après ou pas du tout? Moi, je crois pas qu'ils aient ça en tête aujourd'hui, mais je pense que le choix qu'ils ont fait de se tourner vers un autre type de jeu fait qu'ils ont dû se tourner vers des joueurs plus jeunes. Par exemple, aujourd'hui, il y a clairement une question sur Cha ou Guirado. Et je pense pas que l'idée derrière le fait de faire jouer Kamicha soit de préparer 2023, mais plus de s'adapter à ce qu'ils pensent, à ce qu'on pense que va être la Coupe du Monde, au jeu qu'on devrait voir à la Coupe du Monde. Et pareil pour Setiano plutôt que Antonio dans la liste, ou pareil pour qui a eu au centre Guitoun plutôt que Bastaro à l'époque, même si Guitoun il a déjà un peu d'âge, mais je pense pas que l'idée était de préparer 2023. Je pense que l'idée c'est d'essayer d'être compétitif là, et 2023 ça viendra bien assez tôt. Et avec quel sectionneur? Parce que c'est loin aussi. Aussi. Tu parlais du jeu, Alex, c'est ça, chaque Coupe du Monde propose un peu son style de jeu. Là, on sait qu'on est dans un jeu de plus de vitesse. On va vers ça, nous. Est-ce que c'est un bon choix, justement, nous, de miser là-dessus? Vous demandez ça à lui. Son surnom, c'est du fond de l'embut, hein, je vous le rappelle quand même. Hein. Non, mais de toute façon, je pense qu'il y a mon regard, c'est qu'il n'y a plus le choix aujourd'hui. Et Pierre-Michel, il dit souvent ça. Lui, Pierre-Michel aimerait qu'on laisse le choix aux équipes de dire moi, si j'ai envie de faire des mauls pendant 80 minutes, j'ai le droit de faire des mauls pendant 80 minutes. Pierre-Michel adore ça. Je ne dis pas que j'adore ça, je dis que c'est la liberté. C'est simplement la liberté de ne pas jouer. Voilà. C'est très autorisé, mais là, c'est le bonheur pour tous. On est obligé de jouer. Mais t'as le top 14 pour ça, non? Mais si on n'a pas envie et si on n'a pas les moyens. Donc, les Géorgiens, ils viennent pour rien. Ils viennent pour prendre des branlées parce que de toute façon, ils ont un pack, mais ils n'ont personne pour jouer derrière. Donc, eux, on leur donne aucune chance de gagner. Je trouve ça chic et style, toi. Je trouve ça tarte. Et on va arriver, on va même fin de Coupe du Monde. Alors, évidemment, la seule différence, parce que ce que dit monsieur à ma droite n'est pas totalement vrai, c'est-à-dire que, historiquement, les Coupes du Monde, ils jouent beaucoup pendant les poules et pas du tout pendant les phases finales. Pour la première fois en 2015, Saint-André, qui a misé justement sur les phases finales où ça ne jouait pas, a fait un jeu comme ça. Malheureusement, ça a joué. De toute façon, je ne pense pas qu'il avait non plus l'équipe pour jouer. Donc, il n'avait pas d'équipe non plus. Donc, il ne pouvait rien faire. La question là, c'est de savoir... Non, mais là, on essaye de rattraper le jeu moderne là, qu'on a. Donc, on court comme des lapins partout. La question, c'est s'il ne va pas y avoir un jeu déjà post-moderne pendant cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vont faire le jeu des blagues, des Anglais qui jouent avec 2 ouvreurs? Je ne suis pas certain qu'ils soient partis pour faire 600 temps de jeu à chaque ballon. Hein. Ah, parce que les Anglais ont fait que ça. Les Gallois, il faut 4 passes par match. Ils ont été numéro 1 mondiaux. Enfin, je ne suis pas absolument certain que... Moi, quand je parle de jeu, qu'on ne soit pas déjà en star sur le jeu moderne. Non, mais moi, quand je parle de jeu, je voudrais pas... C'est pas se faire des passes, en fait, le jeu auquel on s'attend pour la Coupe du Monde. C'est un jeu où on laisse le ballon sur le terrain, on joue au pied, et on utilise régulièrement le jeu au pied, mais du jeu au pied offensif, pour faire courir l'adversaire, pour mettre la pression. Typiquement Angleterre-France, mais les Gallois font 44 ça, à 8 pour les Irlandais ils font beaucoup ça. Typiquement ce qu'a fait Ntama contre les Écossais. Voilà, il n'a pas tapé de coup de pied. Non, mais ça, par contre, c'est vrai qu'en fait, à la fois, l'équipe de France, elle est en train de s'adapter. Faut pas nous engueuler, nous, Pierre-Michel. Hein. À la fois, je n'engueule pas, j'explique tranquillement aux gens. À la fois, l'équipe de France, elle est en train de s'adapter parce qu'elle a, notamment sur le travail de la préparation physique et sur le profil des joueurs. Par contre, aujourd'hui, il y a un truc sur lequel elle ne s'est pas adaptée, elle n'a pas franchi le cap, et je crois que c'est Gaël Ficou qui l'admettait totalement la semaine dernière en conférence de presse. L'utilisation du jeu au pied offensif, ça reste un état de chantier. On a vu un peu plus avec Ntamak lors du match contre l'Italie, où il a bien joué 2-3 coups, pardon. Mais par contre, l'utilisation purement tactique, c'est-à-dire de mettre les coups de pied en les coins, presser, etc., ça, on n'y est pas, alors que tous les autres y sont. Mais on l'a ça en top 14 ? Peu. Il y a des équipes qui le font, Clermont est pas mal là-dessus. Mais assez peu, non. C'était déjà un constat qu'on avait tiré après Angleterre-France. Stade français Stade français un peu l'an passé. Mais c'est pas le jeu des Toulousains, c'est sûr. Mais... Non, clairement. Il y a un vrai retard culturel sur le jeu au pied en France et sur cette utilisation du jeu au pied là. Mais ce qui est amusant, c'est que Philippe Saint-André parlait déjà de taper des coups de pied dans les coins. Dans les corners. Voilà, parce qu'il parlait bien pareil. Voilà. Non, mais l'un des premiers chantiers de Fabien Galtier quand il est arrivé, c'est aussi de mettre en place une défense
Et là, on a vu sur les matchs amicaux qu'ils avaient opté pour la rush défense, qui est alors je pense qu'ils varieront quand même pendant la Coupe du Monde, parce qu'on ne peut pas utiliser toujours le même système défensif, mais c'est un système qui est extrêmement consommateur d'énergie. Ça demande de monter très vite, de se replacer. C'est quelque chose de très difficile, d'où la nécessité d'avoir des joueurs capables d'encaisser cette charge de travail sur le terrain notamment. Mais pour revenir à la question de base, moi je pense que... L'attaque, on sait, Alex, il n'y a que l'attaque. Non, pas l'attaque. c'est pas ça, mais je pense que je pense qu'on n'échappera pas à la Coupe du Monde, sauf série de typhons qui font que c'est impossible de faire quoi que ce soit. On n'échappera pas à un jeu avec beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme, et pas forcément apporté par une succession de passes, mais apporté par du jeu au pied offensif qui oblige, qui oblige les 30 joueurs sur le terrain, notamment ceux qui défendent, à se replier vite, à se remettre en place, à les soutenir, à refaire leur rideau, à recomposer une ligne d'attaque suivant la situation. Et ça, heureusement que l'équipe de France s'est tournée vers ça, puisque c'était son principal problème depuis 2-3 ans, soutenir ces échanges-là. Et elle n'avait pas d'autre choix que s'adapter. Sauf que si elle garde le ballon, on a le QB dans les temps de jeu, c'est un aveu de faiblesse. C'est les équipes faibles qui font ça maintenant. Maintenant, leur chantier, c'est de mieux utiliser le jeu au pied offensif, ça c'est sûr. Et donc en matière de compo d'équipe, ça pourrait donner quoi Bien malin qui pourrait le dire, Christelle. Même Jacques Brunel a dit qu'il avait une ossature. Une grosse ossature. Une grosse ossature. Ouais. Une grosse ossature, oui. Bon, après, on la devine, effectivement. Mais il y a des questions qui restent ouvertes, et c'est ça qui est étonnant, à la suite de ces 3 matchs amicaux. C'est-à-dire, Guillaume Guirado est-il toujours le capitaine de l'équipe de France ou pas ? En tout cas, c'est un leader. Mais dans la bouche du sélectionneur, ce n'est pas un capitaine. Donc, un leader peut démarrer sur le banc, même si c'est un peu étrange. Un capitaine ne peut pas démarrer sur le banc. Donc, on a son ossature, mais pour le moment, on ne sait pas qui est le talonneur de l'équipe de France pour le match le plus important de la Coupe du Monde, qui est le match inaugural contre l'Argentine. Pour la France. Pour la France, oui, pour la France, pardon. Pas pour la Coupe du Monde. Non, pas pour la Coupe du Monde, effectivement. Je pense qu'il a sa charnière. Je pense que c'est Dupont-Lopez. On en saura plus sur place, mais voilà. Et qu'aujourd'hui, il a son arrière en la personne de Maxime Médard. Il a un ailier droit, Penaud. Un centre, sans doute, s'il ne se blesse pas, Fofana. Et il est ennuyé parce que la suspension de Gabriag lui a fait perdre ce qui vraisemblablement était son attelage pour ce match-là, qui était Vahamina Gabriag, qui a vraiment été qui a fait une préparation excellente et un très bon match contre l'Écosse à Nice, mais qui a pris 3 semaines de suspension, donc qui manquera le premier match contre les Argentins. Mais le Roux mérite de commencer. Il avait pris 3 matchs en essayant de décapiter Sanchez. Peut-être que ce coup-là, il ne le rattrape pas. Pour un service rendu à la France. Juste, on peut changer un capitaine comme ça à 3 semaines d'une Coupe du Monde ou... Tout est possible avec la France. Il l'a déjà fait. Ça ose tout. C'est ça qu'on Parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on peut, pour le dernier match de préparation à la Coupe du Monde, se passer de son capitaine et en nommer un autre ? La réponse est oui, il l'a fait. Enfin, normalement, on pense que normalement, non. Une équipe normalement constituée, on va dire, le dernier match de préparation, il y a 3 semaines ensuite sans compétition, elle fait jouer son talonneur capitaine, parce qu'en plus, ce talonneur capitaine, il manque de temps de jeu. Ben non, donc ils ont décidé de partir sur autre chose. Et ça dit bien que, au-delà de ce que veut bien dire aujourd'hui Jacques Brunel, ça dit bien qu'il y a une vraie question aujourd'hui sur le nom du talonneur qui commencera contre l'Argentine. On peut pas exclure que Guirado peut-être être diminué au parle des problèmes de côte. Un talonneur, c'est pas terrible dans les côtes en biais. Ouais, mais il a. Ça n'a pas été justifié comme ça, oui, pas par Jacques Brunel. Et les informations qui remontent, c'est pas du tout que c'est pas celle qui est blessée. Plutôt qu'effectivement, il est en dedans physiquement. Mais pourquoi ne pas le dire dans ce cas-là ? Mais au-delà de ça, on ne sait pas non plus. Donc on ne sait pas qui sera le deuxième ligne gauche. Non, vraisemblablement non, parce que là, c'est Leroux ou Ituria aujourd'hui. Mais Leroux n'a pas joué, donc il va y avoir alors ils veulent pas parler d'un match amical parce que c'est interdit selon la loi World Rugby, mais il y aura une espèce d'opposition raisonnée face vraisemblablement à un club japonais en préparation qui voudra les remettre. Oui, voilà, ils peuvent perdre un joueur, mais en tout cas. Eric Bonneval, c'était les remettre, fait le genou un match comme ça de préparation. Au moins mettre dans le rythme des joueurs qui n'ont pas joué. Tu veux dire le commentateur ? Le commentateur, fin de carrière. Je ne parle pas de l'ancien joueur de Toulon. Aujourd'hui. T'as raison, Pierre-Michel. Est-ce que tu pars contre l'Argentine avec Bamba et Leroux ?
qui n'ont pas joué une seconde. Bamba et Leroux. Ah bah non, pas les deux en tout cas. Après, tu as d'autres débats. A priori, le 8, ce sera Aldrit, mais qui pour l'accompagner? Est-ce que Ituria sera un troisième ligne ou un deuxième ligne? Est-ce que si Ituria est un troisième ligne, on fait aussi jouer Olivon, sachant que leur attelage n'a pas vraiment fonctionné dans le jeu au sol en Écosse? Voilà, qui est le deuxième centre? Qui est l'ailier gauche? Est-ce que c'est Raka? Est-ce que c'est UG? Est-ce que c'est Ficou? Voilà, il y a une ossature. On peut dire qu'il y a à peu près 7-8 joueurs, ou 8-9, suivant si tu comptes c'est Lopez titulaire. Selon moi, je ne suis pas certain aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il a une longueur d'avance aussi, mais Ntamak a montré des choses intéressantes. Mais après, ça fait 8-9 joueurs. Mais pour le reste, il y a des trous. La seule chose, intérêt à commencer à faire un gros pack pour essayer de les tordre en mêlée, attendu que ça fait 4 matchs qui volent comme des feuilles mortes en mêlée, les Argentins, c'est pas totalement vain. C'est quoi un gros pack aujourd'hui là, avec la liste? Picamol, sûr, par exemple. C'était un peu leur casser la gueule. Aldrit, il casse bien la gueule aussi. Après, il faut vraiment une deuxième ligne pour résister aux furieux argentins, et c'est pas des comiques, hein. Petit... Lavanini, il est drôle, il a de l'humour. Oui. Ouais. Non, la seule chose qui a été positive dans le management de cette équipe de France pendant ces tests-là, ça a été de filer les clés du camion à Dupont. Voilà, de l'installer dans un rôle de patron en numéro 9. Alors, après, est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? C'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a eu cette démarche de mettre en confiance son demi de mêlée. Personnellement, je pense aussi son demi d'ouverture, de leur donner du temps de jeu ensemble pour qu'ils arrivent relativement au point, plutôt que de vouloir à tout prix brasser et voir tout le monde. Ça, je trouve qu'à la charnière, c'était pas complètement idiot. Je pense que c'était aussi l'intention au centre. Si Fofana n'avait pas déclaré forfait une fois de plus, il aurait sans doute rejoué avec Ficou, sachant que l'intention originelle, c'était quand même de le faire jouer avec Doumerou, qui s'est blessé, lui, qui a déclaré forfait pour la Coupe du Monde. Donc, il y avait ces intentions-là qui ont été complètement blackboulées par la composition d'équipe du second test, qui finalement partit dans tous les sens, quoi. On n'a pas bien compris là que pas sûr qu'il n'y ait pas de continuité entre le premier et le deuxième test. Ils ont remis. Normalement, tu mixes souvent et tu mixes un peu plus la deuxième équipe et tu mets ton équipe pour le troisième match pour qu'ils soient prêts puisqu'ils vont rester. Mais encore une fois, des semi-décisions. Est-ce qu'on essaie de gagner en Écosse ou est-ce qu'on essaie de voir des joueurs? Est-ce qu'on entretient une dynamique positive pour arriver à la Coupe du Monde en espérant avoir enchaîné 3 victoires? Ou est-ce qu'on veut absolument voir tout le monde, mettre tout le monde sur un pied d'égalité, tout le monde en concurrence? Et les semi-décisions ont conduit à cette espèce de gloubi-boulga management qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain flou qui flotte au-dessus de la pseudo-ossature qu'il y a à voir. Mais là, c'est absolument dingue, parce que depuis le début là, de la conversation, on dirait que strictement rien n'est acté, n'est posé. Vous dites tout est possible et son contraire. Quoi. Il y a quand même, parce que on sait Poirot, pas Slimani, oui, ça c'est sûr. C'est dingue. Mais c'est le... En même temps, oui, français, madame. Mais oui, comment arriver avec des certitudes quand on a passé les 4, voire les 8 dernières années? Comment arriver avec des certitudes quand il y a un nouvel adjoint comme les autres qui arrive au mois de mai ou au mois de juin et qui vient avec ses propres idées? Depuis 2 ans. Bon, finalement, tout ça, c'est des critiques du moment, mais c'est le fruit de Chianli. Après, par exemple, tout est fait dans l'urgence. La charnière, on a l'impression qu'elle est à peu près désignée, mais l'histoire des charnières du 15 de France en Coupe du Monde, c'est une... totalement. C'est une totale... Un mauvais match contre l'Argentine peut tout balayer. On peut se retrouver avec Machno 9 et Serein 10 pour l'Angleterre. La Coupe du Monde 2007, si je me souviens bien, la charnière, c'est Mignonis-Crella, non? Il n'y a pas Boxis à un moment? C'est plus tard. Boxis sur Gigor de la nuit. Si, après, je crois que c'est Mignonis-Crella, et ensuite tu passes à Elissalde Michalak et tu finis avec Elissalde Boxis, je pense. Moi, je me ferais bien l'avocat de Dupont-Moretti, mais Moretti n'est pas sélectionné. Ouais, mais peut-être avec les Italiens, non? Même pas? Peut-être. Ouais. On était sur une vanne écrite là ou non, une inspiration? D'accord, donc on sera plus indulgent. Dupont m'inspire toujours. C'est pas fini.
Et en matière de pied, justement, parce qu'on disait que ça allait être important, on a qui est bon du pied? Beaucoup de remplaçants. Oui, c'est ça. Sur la grosse ossature. Ça... On en parlait l'autre jour avec Gros Renaud. taper du pied sur le banc. Il y a 5 buteurs, grosso modo, dans cette équipe, ce groupe. Et les 3 meilleurs ou les 3 plus réguliers en club, ceux qui le font le plus souvent en club, ils sont pas titulaires. Donc c'est Serin, Machno et Ramos. Ntama qui n'a pas raté grand-chose face au poteau. Ntama qui n'a pas raté grand-chose. Et Lopez bosse plus en club parce que c'était lui fait mal au tendon d'Achille. Voilà. Et du coup, il va... En équipe de France, ça lui fait pas mal au tendon d'Achille. Ben, si, il n'en met pas une, ça ne s'emmerde pas. Bon, ça veut dire que ils vont un peu jeter la pièce en se disant Ntama que Lopez, ils ont montré des qualités de buteur, mais on ne sait pas... Ils n'ont pas un grand métier dans cet exercice-là, ou pas. En tout cas, avec leur club, ils le font pas ou peu. Mais même pendant la préparation, ils ont dit l'un et l'autre qu'ils n'avaient pas beaucoup travaillé. Oui. C'était quand même mais il reste 3 fascinant semaines, aussi, ça. Hein. C'est vrai qu'en faisant de la course à pied, tu ne peux pas buter en même temps. Mais tu peux pas faire de coup de pied placé. Gérald Ford qui ne peut pas descendre l'escalier, machin, chewing-gum sans se casser la gueule. Voilà. Et après, c'est sur les blondes qu'on fait des blagues. Il était blond, Ford, Gérald Ford. Il est assez blond. D'accord. C'est raccord. Comment ça, tu l'as pas connu? Gérald 2 ans près. Vous avez autre chose à ajouter, messieurs, ou on a fait le tour? Que le meilleur gagne, mais pas trop souvent. On fera pas mieux. Alors, je vais vous remercier. Merci, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Borel, Alexandre Bardot et Pierre-Michel Bonneau. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez plein d'étoiles. Et merci à Roland Richard à la technique. À la semaine prochaine.